Quelque part, gérer des agents IA, c'est un peu comme être dans une garderie et s'occuper de plein d'enfants. Il y en a toujours un qui fait un truc qu'il ne devrait pas faire et en fait, c'est extrêmement difficile et donc ça va demander de développer des nouvelles compétences, mais ça va aussi demander de réorganiser les choses. L'IA est un sujet de transformation avant d'être un sujet technologique. C'est sur la base de cette conviction qu'avec Eurogroup Consulting, cabinet de conseil en stratégie, organisation et management français et 100% indépendant, nous avons construit cette série de 5 épisodes. L'objectif de ces conversations avec des experts de l'IA de différents horizons est de permettre sur les sujets clés pour les membres de COMEX et de CODIR, que ce soit les questions d'éthique, de souveraineté, d'autonomie, d'impact sur le travail, d'impact sur le management, de poser les bases d'une utilisation véritablement utile et systémique de l'IA au sein des organisations. Bonne écoute. Vous parlez régulièrement avec des dirigeants, des grands décideurs. En matière d'IA, qu'est-ce qui les inquiète, qu'est-ce qui les empêche de dormir, si je peux dire ça comme ça? Et selon vous, qu'est-ce que ces inquiétudes peuvent dire de la façon dont les organisations qu'ils ou elles dirigent abordent ce sujet? Moi, je dirais qu'il y a principalement 3 choses qui empêchent les dirigeants de dormir. La première, c'est quand même la rapidité de déploiement et d'évolution de ces technologies assorties à un coût assez certain. Donc en gros, il faut investir assez vite, beaucoup, pour des choses pour lesquelles on ne sait pas exactement si la technologie reine dans 6 mois, dans 1 an, ne sera pas une autre. Donc ça, savoir comment on va créer de la valeur à partir de ces technologies, notamment l'IA générative, on voit que ça fait gagner beaucoup de temps, mais ça ne crée pas encore énormément de valeur ou d'ajout de productivité dans les entreprises. Ça, c'est une première source de tension. La deuxième, et on le voit avec les embargos qu'il y a eu récemment sur certaines technologies d'IA, c'est la question de la souveraineté. Est-ce qu'on risque pas un jour de se trouver privé d'une technologie clé dans le fonctionnement de l'entreprise et donc d'avoir un peu les ailes coupées pendant un certain temps? Et on voit très bien que pivoter, ça prend du temps et c'est compliqué. Et puis la troisième chose, c'est l'impact de l'IA sur le travail et sur les RH. On voit que les postes vont devoir changer, mais ça, je pense qu'on en parlera. Les organisations vont changer. Ça suscite déjà beaucoup d'inquiétudes parmi les organisations syndicales, parmi un certain nombre de collaborateurs. Ça commence à créer de la tension dans le dialogue social et ça aussi, c'est quand même pas mal une source d'inquiétude pour les dirigeants. Moi, je dirais en rebond, ce que je trouve intéressant, c'est que depuis maintenant quelques mois, quelques longs mois, on nous parle moins de la technologie à proprement parler, c'est-à-dire quel outil, quelle solution développer. Les dirigeants se demandent moins si les collaborateurs vont utiliser telle ou telle technologie qu'ils souhaitent mettre en place. Le sujet se détourne plutôt autour de l'organisation et de l'impact de l'intelligence artificielle sur leur organisation et la manière de l'intégrer. Plusieurs inquiétudes que j'ai identifiées. J'en partage une avec vous, Eric, c'est celle de la vitesse d'adoption, puisque les technologies, elles évoluent très rapidement. Donc, il faut trouver, je dirais, une forme d'agilité au sein de cette organisation pour intégrer cette technologie qui, par définition en plus, est une technologie qui est utilisée dans la sphère privée. Et donc, on a parfois des collaborateurs qui ont un coup d'avance en fait sur l'organisation. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième sujet que je vois, c'est celui de la création de valeur. On l'a un petit peu abordé aussi dans vos propos. En fait, on a énormément mis en place de POC. Il y a énormément de tests qui sont faits dans les organisations. Maintenant, le sujet qui préoccupe selon moi les dirigeants, c'est le passage à l'échelle. Comment est-ce qu'on s'appuie sur ces POC pour faire un véritable passage à l'échelle? Et le troisième sujet qui est peut-être un sujet de préoccupation, c'est celui du management, parce que je pense que les dirigeants aujourd'hui sont sur un point de bascule. Ils ont bien compris que pour favoriser l'adoption de cette nouvelle technologie, pour profondément transformer l'organisation, le management constitue un point de bascule important, un référent qui allait porter cette transformation, l'accompagner, et on le verra peut-être dans cette discussion que nous allons avoir, jouer un rôle central aussi pour déverrouiller l'organisation et faire sauter des verrous en identifiant ce qui se passe au niveau de ses équipes. Et ça, je pense que ça va être un rôle demain du manager important. Avant de poursuivre l'échange, je voulais juste prendre 30 secondes pour vous présenter tous les deux, parce que vous avez des parcours très complémentaires. Eric, vous êtes président du comité exécutif de la Human Technology Foundation, et dans ce cadre, vous accompagnez des décideurs publics et privés dans leur réflexion sur l'éthique des technologies numériques, et en particulier, et c'est le sujet d'aujourd'hui, de l'intelligence artificielle. Et Jean-Baptiste, toi, de ton côté, tu es associé chez Eurogroup Consulting, où tu coordonnes la practice ressources humaines, et ça fait une quinzaine d'années à peu près que tu
tu travailles à accompagner des organisations dans leur transformation et notamment autour de la question de l'évolution des modes de travail, du management et plus récemment de l'impact et des impacts de l'IA sur l'organisation du travail. Maintenant, je voulais revenir sur un point que tu as abordé, Jean-Baptiste, où tu disais que les collaborateurs étaient parfois en avance sur leur organisation en termes d'usage technologique. C'est quand même globalement ce qu'on constate avec l'IA générative, c'est qu'en fait, c'est plus une innovation par le bas où c'est les collaborateurs qui proposent, amènent des usages sans pour autant qu'ils soient bien cadrés, définis dans un plan global de l'organisation. Alors même que les COMEX, les CODIR, forcément cherchent à cadrer, à piloter cette transformation, à harmoniser les usages des outils qui sont déployés et dans un contexte économique qui est ce qu'il est, monitorer, contrôler les coûts. Comment justement on peut concilier cette innovation par le bas avec une stratégie cohérente d'ensemble et où est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit placer le curseur entre justement cette liberté d'expérimenter et la nécessaire gouvernance à mettre en place dans l'organisation pour déployer une stratégie qui soit cohérente et utile. L'arrivée de l'IA générative, c'est un peu la démocratisation de l'IA. C'est-à-dire que ça faisait longtemps qu'on était entouré d'un cocon d'algorithmes, de données, des algorithmes prédictifs sur les plateformes, quand on faisait de l'achat en ligne. Partout, il y en avait, et au bureau aussi. On ne s'en rendait pas forcément compte parce que l'humain était plutôt objet de l'algorithme. C'est ces données qui étaient utilisées et on lui faisait des recommandations, on le guidait, on l'accompagnait, etc. Voire on l'évaluait pour lui donner un prêt ou que sais-je. Et puis là, on passe dans une situation où c'est l'humain qui devient le sujet de l'algorithme. Quand je dis l'humain, c'est l'humain de tous les jours, l'humain de la rue. Et effectivement, pour la première fois, on a une technologie qui est un facteur exogène dans l'organisation des entreprises. Les premières adresses e-mail, il y a des années, on les a eues dans les entreprises. Le premier téléphone portable, on l'a eu au bureau. Le premier ordinateur portable, on l'a eu au bureau. Et ensuite, ça s'est démocratisé. Et là, effectivement, comme disait Jean-Baptiste, c'est le contraire. C'est-à-dire que des plateformes très performantes proposent des usages gratuits qui permettent au moins d'essayer à petite échelle quelque chose qui fonctionne très bien et ensuite de revenir à l'entreprise et de dire, ben oui, mais la solution que me propose l'entreprise, qui est beaucoup plus sécurisée, qui est beaucoup plus professionnelle, qui hallucine moins, c'est-à-dire qui est beaucoup plus fiable, etc. En fait, elle est en même temps moins performante. Et donc, la tentation d'aller voir à l'extérieur, d'utiliser sur son téléphone une solution extérieure, c'est une tentation qui est très forte. Il y a toujours eu du Shadow IT, c'est clair. Mais là, on a un taux de Shadow AI, notamment chez les cadres, qui est absolument délirant, avec tout le danger que ça représente en termes cyber, en termes de confiance et même en termes éthiques parce que on voit que ce qui se fait à l'extérieur, l'entreprise ne peut absolument pas le contrôler. Donc il y a des choses qui peuvent être non conformes aux règles d'une profession, par exemple. Donc ça, c'est la première difficulté. Et effectivement, on voit que toutes les POC qui ont été un peu trop top-down, des choses qui ont été décidées par le management, souvent n'ont pas bien fonctionné ou ne sont pas passées à l'échelle, comme disait Jean-Baptiste. Et en fait, pour une raison assez simple, c'est qu'on a voulu automatiser en partant du travail prescrit et pas du travail réel. En fait, les managers, même les managers de terrain, sont persuadés qu'ils savent ce que font les équipes. En fait, c'est faux. En fait, les gens, tous au bureau, trouvent des raccourcis, trouvent des façons différentes de travailler, juste parce que, d'abord, dans l'organisation, il y a de temps en temps des points de blocage que la direction ne voit pas et sur le terrain, les collaborateurs apprennent à les contourner. Et puis aussi parce qu'il y a des raccourcis, il y a des façons de faire plus vite, de faire mieux, etc. Et donc en fait, ça, c'est des choses qui se transmettent de bouche à oreille. Et ça, en fait, ceux qui mettent en place ces POC ne le savent pas forcément. Et donc effectivement, ensuite, quand on déploie ces outils, on va paradoxalement couper un certain nombre de raccourcis, on va interdire un certain nombre de choses. Et en fait, on va gêner la fluidité du travail habituel. Et puis parfois, on ne va pas du tout répondre aux besoins. Et puis un autre point, je pense qui est important, c'est que dans le travail, il y a une partie, on va dire, objective, c'est ce qu'on réalise, et puis il y a une partie très symbolique. Et dans la partie symbolique, il peut y avoir le fait d'aller rencontrer tel type de personnes, de se déplacer sur tel type de site, des choses qui peuvent paraître très anecdotiques à la direction, mais qui pour les collaborateurs et les collaboratrices sont très importants. Et je me souviens par exemple, on avait travaillé sur ce sujet-là avec une entreprise industrielle qui avait essayé d'automatiser les flux d'informations entre les fonctions support qui étaient un peu dans des boîtes en verre et puis les ateliers où il fait chaud, qui sont quand même dangereux, qui sont pollués, etc. En disant ça va faire gagner du temps à tout le monde.
Et en fait, ça les a beaucoup frustrés parce qu'ils se disaient, mais finalement, qui je suis? En fait, ils se reconnaissaient à travers ce que fabriquait l'entreprise, en l'occurrence des pneus, avec une identité de marque de l'entreprise très forte. Et puis du jour au lendemain, ils étaient plus qu'un comptable ou quelque chose dans une boîte. Et ça passait pas du tout. Et donc, en fait, on se rend compte que c'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre. Et moi, je dirais que, en fait, c'est une technologie qu'il faut quasiment cultiver comme un jardinier. C'est-à-dire il faut laisser pousser du bottom-up et en même temps, il faut quand même s'arranger pour que ce qui pousse ne se transforme pas en jungle. Parce qu'au bout d'un moment, effectivement, on voit, et notamment avec l'arrivée de l'IA agentique, des services qui programment des agents dans tous les sens, qui donnent des résultats qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et à un moment, quand ça arrive à la comptabilité centrale, par exemple, en fait, on mélange des choux et des carottes. C'est impossible de réconcilier les données. Pour ça, en fait, ça passe, à mon sens, et notamment si on parle d'IA générative, avant tout par le fait d'établir des règles claires. Et un certain nombre d'entreprises se sont déjà dotées d'une charte de l'IA éthique. Si ces technologies évoluent vite, il faut que certaines choses soient un peu des points de référence. Donc en fait, avoir identifié les valeurs de l'entreprise, les lignes rouges, les grands principes et s'y tenir, ça c'est quelque chose qui sécurise beaucoup, ça facilite l'adoption, ça limite le shadow AI et ça améliore la qualité du travail rendu. Peut-être pour terminer, ça doit aller de pair avec une co-construction de toutes les solutions. C'est-à-dire que si on doit à un moment essayer d'organiser des choses à l'échelle d'un groupe international, et ça se comprend, il faut aussi recevoir beaucoup d'informations, beaucoup de retours du terrain et peut-être aussi bâtir avec les organisations syndicales, peut-être qu'il faut inclure ça dans le dialogue social. Je trouve que ce qui est quand même très intéressant, c'est que c'est peut-être l'une des premières fois que les dirigeants des organisations doivent organiser une transfo qui a déjà démarré en fait. Ça reprend un petit peu ce que vous évoquiez tout à l'heure, Eric, à savoir que les usages viennent eh bien, des équipes souvent. Et donc, il faut trouver, puisqu'on parle un petit peu de la gouvernance, de tout cela, un bon équilibre pour résister à la fois à la tentation de tout bloquer ou de tout ouvrir. Si on bloque tout, on va brider l'innovation, on va brider l'apprentissage, on va brider l'appropriation. Si on laisse tout faire, vous l'avez dit, apparaît le sujet du shadow AI, des problématiques de conformité, perte de cohérence dans tout un tas de domaines et puis des pratiques qui sont absolument pas homogénéisées. Pour moi, là encore, pour que tout cela s'opère de manière fluide, c'est au manager d'être un peu le pont entre ces deux éléments. Le rôle du manager, il va plus être simplement d'appliquer la stratégie d'un COMEX en la matière, il va être, comme je le disais tout à l'heure, de faire remonter les usages du terrain pour enrichir une stratégie, en l'occurrence une stratégie IA. Et je pense que c'est ce qui va vraiment changer demain, avec un manager qui va être dans un rôle de transformation d'initiatives individuelles en une capacité qui soit beaucoup plus collective. Et donc cette bonne gouvernance de l'IA, puisque c'est un peu la question sous-jacente, c'est celle qui crée un cadre qui est suffisamment clair, un cadre de confiance pour permettre de libérer les énergies des équipes et ainsi leur permettre d'innover, leur permettre de développer ce qu'elles-mêmes développent dans leur quotidien, c'est-à-dire se servir de l'IA comme d'un sparring partner un petit peu en termes de créativité. Et je pense que demain, les organisations qui seront les plus performantes, et c'est ce qu'on voit dans les projets qu'on accompagne, c'est celles qui vont se transformer beaucoup plus par les usages que par les processus, en fait. Puisque pendant longtemps, on s'est basé sur les processus pour se sécuriser. Et en fait, tout ça est en train de voler en éclats. Et c'est cette agilité-là qu'il faut intégrer dans les organisations pour les rendre performantes, selon moi, à long terme. Tu as parlé de management, un petit peu aussi de prise de décision. On va y revenir juste après. J'aimerais juste m'arrêter quelques minutes avec vous sur la question de l'impact de l'IA générative sur le travail. Vous en avez parlé un petit peu, Eric, sur le travail prescrit, et en tout cas le fait que les managers ne savaient pas forcément ce que faisaient leurs équipes. La première question que je voulais vous poser, c'est que vous avez lancé à Vivatech là, très récemment une coalition IA agentique justement pour essayer de fédérer des organisations, essayer de comprendre un petit peu quel pouvait être l'impact de cette nouvelle technologie sur les organisations. Et vous ne croyez pas au fait que l'IA va amener un job apocalypse? Pour autant, vous êtes convaincu qu'il va y avoir une transformation majeure des organisations et du travail et qu'il y a la nécessité pour les individus et les organisations de s'y préparer. À travers cette coalition, justement, à quelles évolutions, transformations vous essayez de préparer les organisations qui font partie de cette coalition et qu'est-ce que vous pressentez aussi par rapport à ça?
En fait, il y a un peu 2 types de technologies. Il y a d'un côté l'IA générative et comme on l'a dit, ce qui compte, c'est, avant tout de bien la gouverner. Donc nous, on accompagne un certain nombre d'entreprises dans la rédaction de guides d'usage, pratiques, de chartes éthiques et cetera. Et puis, il y a l'IA agentique, donc qui est la capacité de fournir à des grands modèles de langage des outils, de leur permettre d'être orchestrateurs avec de plus en plus d'autonomie. Pour le moment, ça a le niveau d'un bon stagiaire ou d'un jeune. Ça progresse quand même très vite selon les métiers. Dans la comptabilité, dans le droit, on commence à avoir des outils spécialisés dans la publicité, dans le design, qui commencent à faire de très très bonnes choses. Et on voit bien que ça va, comme le disait Jean-Baptiste, nécessiter de réorganiser les entreprises parce que toute une partie des fonctions vont pouvoir être automatisées. Ça ne veut pas dire qu'on va se passer de comptable, qu'on va se passer de designer. Bien entendu, il y en aura toujours. Simplement, si vous pouvez automatiser 50% des tâches de la comptabilité d'une entreprise, je vous laisse faire le calcul, mais ça veut dire qu'il y a une partie des comptables qui vont devoir faire autre chose. Et donc, en fait, l'idée, c'est de voir, on ne sait pas encore quelle sera, on va dire, l'échéance. Les plus optimistes en termes de technologie disent 18 mois, 2 ans peut-être, d'autres disent 5 ans. Je pense que ça va aussi dépendre des secteurs d'activité et des tailles d'entreprise. Ce mouvement-là, il est en train de se produire et en fait, il faut l'anticiper parce que autant déployer une technologie, ça peut être complexe et ça peut prendre du temps, mais c'est quand même assez bien maîtrisé. En revanche, faire évoluer et accompagner des personnes dans leur cheminement personnel, et on l'a dit, un job, c'est pas seulement une source de revenus, c'est pas des tâches qu'on fait, c'est aussi une fonction symbolique, c'est aussi, on vous dit, je sais pas, quand vous allez dîner chez des amis, mais toi, tu fais quoi dans la vie? Et donc, en fait, c'est un peu sa contribution à la société, et celui qui est comptable ou celui qui est juriste, en fait, c'est sa contribution à l'entreprise, à la société, c'est une part de son identité. Et si une partie des collaborateurs doivent se réorienter, il faut prendre tout ça en compte. Et en fait, ce que la coalition a décidé de faire, c'est d'abord de faire, et donc Eurogroupe fait partie de cette coalition, une cartographie très détaillée et réaliste des fonctions qui petit à petit vont être impactées fortement par l'IA agentique, et donc notamment toutes les fonctions support et toutes les fonctions qui pour le moment sont dévolues aux jeunes collaborateurs, à ceux qui ont moins de 5 ans d'expérience. Et de se poser la question, comment on peut continuer à embaucher des jeunes en leur faisant peut-être vivre un parcours différent parce que, effectivement, il y a des choses qu'ils vont pouvoir faire directement avec de l'IA, donc ils n'auront pas à les apprendre, mais en même temps, les soft skills, la relation client, par exemple, dans le conseil, etc., tout ça, ça s'apprend en étant aux côtés d'un manager ou d'un partenaire pendant quelques années, en assistant silencieusement à des réunions et en voyant comment les choses se passent. Donc, comment est-ce qu'on va les aider à acquérir tout ça? Donc là, il y a tout un travail à faire. Et puis pour toutes les personnes qui sont déjà dans leur parcours professionnel et qui sont dans des fonctions, notamment des fonctions support, mais en fait elles sont assez nombreuses, c'est toutes les fonctions qui traitent de l'information. Et donc là, ça peut être dans tous les domaines. Je citais la comptabilité, je citais le juridique, mais c'est le cas dans la publicité, dans la communication. Enfin, c'est très, très, très vaste. Et en fait, toutes ces personnes-là, il va falloir anticiper les jobs en déclin et les jobs au contraire en tension. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément des nouveaux jobs, mais certains dont on va avoir plus besoin et essayer de penser des parcours pour faire évoluer les gens d'un point A à un point B et les accompagner sur des transitions qui ne sont pas forcément des transitions intuitives. Et en fait, je pense qu'on a beaucoup vendu aux gens le fait que s'ils faisaient des études de droit, ils allaient être juristes toute leur vie. Et bien maintenant, c'est peut-être plus le cas. Ou peut-être on va être juriste différemment. Et donc, en fait, il y aura toute une partie d'upskilling pour apprendre à ceux qui vont continuer à travailler dans cette branche-là, à travailler avec des agents IA. Et pour les plus jeunes, ça veut dire apprendre à encadrer, parce que finalement, il faut apprendre à déléguer à l'IA. Et donc, ça, pour quelqu'un qui n'a jamais appris à déléguer et qui a tendance à balancer des trucs en disant, tiens, fais-moi ça, par définition, on sait quand on fait faire ça à un jeune collaborateur que ça ne marche jamais. Il faut être précis dans ce qu'on délègue, il faut être précis dans ce qu'on récupère, il faut être précis dans le feedback qu'on lui donne. Sinon, la personne n'évolue pas et soi-même, on n'a jamais un bon boulot, on n'est jamais satisfait. Tout ça, il va falloir l'apprendre à des gens qui, pour le moment, n'ont jamais été dans cette situation-là. Donc, en fait, il y a un énorme travail. On parlera tout à l'heure de nouveau des managers. Je pense que leur boulot va être transformé, leur fonction va être transformée. Et puis, il va falloir peut-être faire un reskilling de tous ceux qui vont devoir s'appuyer sur des compétences et des soft skills qu'ils ont déjà, mais pour faire quelque chose de complètement différent. Pour reprendre l'exemple du comptable, vous avez une vraie capacité à manager les chiffres, vous avez une vraie rigueur, vous êtes quelqu'un qui peut faire tous les mois les mêmes procédures avec la même rigueur et la même précision. Ça a de la valeur dans d'autres domaines. À la coalition de proposer ces parcours, de penser ces parcours et puis de proposer les formations qui vont avec. Donc en fait, cartographier,
penser les parcours, créer de la désirabilité, créer des formations et puis à la fin offrir peut-être une espèce de bourse d'opportunités, une marketplace de toutes les opportunités entre les membres de la formation pour aider les gens à trouver par bassin d'emploi et par centre d'intérêt le meilleur job qui leur convient et qui ne sera pas forcément dans leur groupe, mais peut-être dans un autre groupe de la coalition. Peut-être pour abonder dans votre sens, ce que je trouve extrêmement frappant avec l'IA agentique, c'est que c'est l'étape finalement d'après que nous sommes en train de vivre, alors qui est déjà en train d'arriver, mais qui va avoir un impact considérable. On évoquait les jeunes, mais je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que ça déplace le sujet du management à tout un tas de fonctions et de personnes qui n'étaient pas en situation de manager. Puisque demain, ce ne sont pas que les jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi, qui vont être amenés à manager l'IA agentique. Ce sont également tous les collaborateurs qui, dans leur quotidien, seront amenés à travailler avec. Et donc, ça amplifie considérablement le déplacement des compétences managériales vers l'ensemble des équipes, avec, comme le disait Eric, une transformation importante du volet compétences et un déplacement de ces éléments qui, je pense, va poser de vraies questions d'intégration et de formation de l'ensemble des équipes. Et ça, on est très très heureux de regarder ça dans le cadre de la coalition chez Eurogroupe Consulting. Vous donniez un exemple tout à l'heure, Eric, que je trouvais intéressant sur finalement le travail, c'est pas juste une fiche de poste, il y a une question de fierté, de reconnaissance. J'avais un exemple, j'avais échangé avec au 19M, donc qui est un lieu de conservation des savoir-faire du groupe Chanel, et c'était une tissière qui travaillait peut-être 10 heures par jour à tisser des choses de très grande finesse, et elle racontait que elle devait aller chercher des tissus, des étoffes dans un garde-étoffe, et donc elle marchait et ça faisait plusieurs kilomètres par jour, et on leur avait proposé de robotiser ça, et donc ce qui faisait que elle avait plus à marcher, donc c'était vu d'un certain point de vue comme une avancée. Elle racontait qu'en fait c'était à elle son moment un petit peu de détente où elle pouvait marcher, elle était plus en train de faire son action, et donc on lui avait supprimé un petit peu ce temps de latence, ce qui lui permet de penser à autre chose, de vagabonder, on va dire. Et ça m'amène sur ma question, on vend souvent l'IA comme une libération, on va supprimer, automatiser les tâches pénibles. C'était déjà le cas quand on parlait de travail un peu plus manuel sur les tâches cognitives. Et vous l'avez dit un petit peu, on va manager des agents demain, mais est-ce que d'une certaine façon, en retirant toutes ces tâches dites pénibles, parce qu'elles sont pénibles pas forcément pour tout le monde, on rajoute de la complexité, de l'incertitude, de la responsabilité qu'on n'avait pas forcément. Et donc, il y a une intensification cognitive, si on peut l'appeler. Comment, selon vous, ça va transformer ce travail? Est-ce que demain, on va se retrouver avec tous les collaborateurs qui vont devenir des managers d'agents, et qu'est-ce que ça peut avoir comme effet dans l'organisation, parce qu'on n'est pas forcément tous faits pour manager, on n'a pas forcément tous envie, même si de manager, c'est d'autres compétences à développer. Curieux d'avoir votre regard sur ce point-là. Déjà, la première chose, c'est que on ne délègue pas que des tâches simples. On nous a beaucoup vendu le fait que l'IA allait faire tout ce qu'on n'avait pas envie de faire pour qu'on puisse se concentrer sur l'important, etc. Quand on regarde les usages d'un chatbot comme ChatGPT, par exemple, en fait, c'est aussi de la rédaction de texte, c'est aussi du design, c'est aussi de la photo, c'est pour certains LLM de la vidéo, etc. Donc, en fait, on se rend compte que les fonctions créatives, les fonctions complexes, les fonctions d'organisation, les fonctions de recherche, de tri, qui demandent quand même une certaine compétence intellectuelle, sont aussi automatisées, notamment par les cadres. Ce mythe de « ça va faire ce qu'on n'a pas envie de faire et nous on fera le reste et ça va être trop génial », ça c'est quand même un mythe. Cela dit, c'est vrai que le danger, c'est que dans un cas comme dans l'autre, plus on a des outils pour nous permettre de faire les choses rapidement, plus on risque de se trouver dans ce que les Américains appellent hamster wheel, la roue du hamster. Si je vous donne un outil qui permet de répondre à vos emails 2 fois plus vite, est-ce que je vous demande de répondre à 2 fois plus d'emails? Le problème, c'est que 2 fois plus d'emails, c'est 2 fois plus de conversations avec 2 fois plus de gens qu'il faut avoir en tête, 2 fois plus de dossiers, 2 fois plus de clients. La façon dont on appelle ça en ce moment, qui est un peu à la mode, c'est le brain fry. C'est le cerveau qui finit un peu par cramer en disant « mais c'est pas possible, j'en peux plus ». Quelque part, gérer des agents IA, c'est un peu comme être dans une garderie et s'occuper de plein d'enfants. Il y en a toujours un qui fait un truc qu'il ne devrait pas faire. Et en fait, c'est extrêmement difficile. Et donc, effectivement, ça va demander de développer des nouvelles compétences, mais ça va aussi demander de réorganiser les choses. Juste pour prendre un exemple, un groupe de télécommunications, par exemple, a doté ses plateformes d'appel pour tout ce qui est service technique d'outils qui permettaient de traiter plus rapidement les appels. Mais au lieu de demander aux agents de traiter
plus d'appels qui en fait sont des plaintes, de gens qui appellent parce qu'ils n'arrivent pas à brancher leur box, parce qu'ils ont un problème de Wi-Fi ou je sais pas quoi. Ce qui au bout d'un moment, ça devient insupportable d'avoir des gens pas contents au téléphone pour des trucs sur lesquels ils comprennent pas grand-chose. En fait, c'est quand même assez épuisant. En fait, ils ont dit on va pas travailler en nombre d'appels. Le métrique, ce sera le pool de clients. Et une fois que tous les clients ont fini d'appeler, parce que finalement chacun a réussi à brancher sa box, et ben qu'est-ce qu'on fait du temps restant? On peut rappeler les clients pour vérifier que tout s'est bien passé et on fidélise la clientèle et on voit que dans les télécommunications, en fait, l'acquisition d'un client, ça a un coût. Donc, en fait, c'est de la création de valeur que de fidéliser les clients. On peut aussi proposer à une partie des téléopérateurs de se former pour vendre de nouveaux produits, augmenter le panier moyen et ça aussi, ça crée de la valeur. Et donc, en fait, la création de valeur liée à l'IA, elle n'est pas seulement sous forme du cost killing et de la réduction, elle est aussi sous forme du développement. Et c'est ça qu'il faut regarder. Moi, je parle toujours de création de valeur, je ne parle pas de productivité. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller parce que sinon, le danger, c'est qu'on accroît le travail. Hannah Arendt disait, il y a le travail d'un côté, ce sont les actions qu'on fait pour gagner sa vie, et puis il y a l'œuvre, c'est-à-dire ce qu'on a le sentiment d'avoir accompli. Et en fait, il faut aussi travailler pour que, justement, s'assurer que ce travail reste aussi une œuvre, que chacun ait le sentiment, quand il rentre chez lui le soir, d'avoir contribué. Et donc, effectivement, on a parlé d'apprendre à déléguer, on a parlé de l'évolution du rôle du manager. Je pense aussi que ça va passer par la création d'une nouvelle catégorie dans les entreprises. En fait, les agents IA, c'est plus vraiment des outils, mais c'est pas encore des collaborateurs. Ceux qui anthropomorphisent et qui ont tendance à donner des prénoms parce que c'est rigolo, ils appellent Bob leur agent IA ou Albert ou que sais-je, c'est rigolo, mais il ne faut pas oublier que ça reste quand même une IA qui doit être managée. Et donc effectivement, il va falloir créer un entre-deux qui pour le moment, anthropologiquement, n'existait pas, qui est entre l'outil et le collaborateur. Il va falloir repenser entièrement les organisations, parce qu'on voit que les organisations qui se sont partiellement digitalisées dans les années 2000, et notamment qui ont automatisé une partie des tâches, mais pas tout, en fait, elles ont créé des goulots d'étranglement. Donc, il y avait dans une chaîne de valeur, dans une chaîne de production, des choses qui allaient super vite, et puis des trucs qui étaient un peu bloqués, puis de nouveau, ça allait super vite. Et en fait, ça fonctionne très, très mal. Et en fait, on voit que les business qui ont le plus tiré parti de la numérisation des années 2000 et 2010, c'était beaucoup des business qui étaient un peu digital natives. C'est par exemple les banques en ligne qui ont pensé entièrement leur business model de zéro à partir de la plateforme. Et là, effectivement, elles ont été AI ready. Et donc là, il va falloir, notamment pour toutes les grandes entreprises de tous les secteurs, repenser de zéro. Et c'est là que je pense qu'il y a un énorme travail d'accompagnement que nous, en tant qu'ONG, bien entendu, on ne fait pas, mais que les cabinets de conseil font, d'accompagnement de ces entreprises pour aider à repenser la totalité du flux. Je pense pour aller là aussi dans votre sens, qu'en fait, ces technologies, elles déplacent progressivement la nature même du travail. Avant, en fait, on avait une partie de sa journée qui était passée à faire des activités productives autour de la recherche, de la compilation, de la synthétisation. Évidemment, l'IA vient faciliter ces activités-là. Et alors, à la fin, par votre question, on regarde ce qui reste. Et ce qui reste, c'est la décision, c'est l'arbitrage, c'est l'interprétation, c'est le fait d'exercer véritablement son jugement. Et ça, c'est beaucoup plus exigeant. C'est assez ambitieux comme conception du travail, en vérité. Et donc, on ne parle plus trop ici d'augmentation de la productivité, on va parler d'augmentation de la charge cognitive, vous l'avez dit. Moi, j'ai un concept que j'aime bien, c'est l'écologie cognitive. Comment est-ce qu'on cultive sa capacité à faire marcher son cerveau? Pendant longtemps, les organisations ont mis en place des solutions pour prévenir les risques psychosociaux, pour accompagner la santé de leurs équipes. Je pense qu'il va y avoir des dispositifs qui vont être mis en place, qui vont consister à accompagner cette écologie cognitive, à continuer à développer une partie de notre cerveau, comme on développerait des muscles, qui sont moins sollicités en vérité. À partir du moment où l'IA va accélérer considérablement un certain nombre de choses, c'est certain qu'on va moins solliciter une partie de notre cerveau et donc c'est ça qu'il va falloir maintenir demain. Maintenant, vous avez dans votre question aussi un sujet qui était est-ce que tout le monde sera manager demain? Finalement, c'est un peu la question en filigrane qu'il y avait. Moi, je ne pense pas que tout le monde va devenir dirigeant. En revanche, tout le monde va potentiellement être en capacité de manager. On l'évoquait avec le management, ne serait-ce que des agents IA. Et donc, ça va considérablement transformer la façon d'organiser, de travailler. Si j'avais à synthétiser l'idée, c'est ce que l'IA enlève dans le travail au quotidien, c'est très visible. C'est ses actions de production. Ce qu'elle rajoute,
ou ce qu'elle intègre ou ce qu'elle renforce, c'est un peu plus subtil, un peu moins marqué. La responsabilisation, la nécessité d'avoir davantage d'arbitrage et davantage de charges cognitives, ça, ce sont pour moi les vrais sujets qu'il faut aborder à l'avenir. Vous en avez parlé tous les deux de cet impact sur la décision, parce que, enfin, en tout cas, et moi, c'est l'expérience que je peux faire aussi au quotidien dans mes usages, mais c'est vrai que beaucoup de choses deviennent faisables et faisables beaucoup plus rapidement que ce qui était le cas. Et donc, là où ça devient intéressant, tu en as parlé Jean-Baptiste, c'est la question du jugement. Est-ce que je dois faire ou je dois pas faire telle chose? La question de la décision. Et dans les organisations, forcément, ça a un impact. Il peut y avoir une sorte de goulot d'étranglement sur les strates managériales ou décisionnelles, puisque si on produit beaucoup plus vite, forcément, on doit aussi après décider ce qui sort, ce qui ne sort pas. Et donc, la question que ça me pose, c'est qu'est-ce que cette capacité à faire beaucoup plus rapidement implique aujourd'hui et peut-être demain pour le manager et surtout les dirigeants? Est-ce que ça va aussi déplacer leur rôle, le transformer? Comment vous voyez ça tous les deux? Moi, je dirais qu'avec l'IA agentique, les collaborateurs ont gagné du temps. Ça ne veut pas dire que l'entreprise a gagné de l'argent. Nous, c'est ce qu'on appelle dog time, c'est le temps pour aller promener les chiens quand les gens sont en télétravail et qu'en fait, grâce à l'IA, ils ont fini 2 heures plus tôt. Mais ces 2 heures, ils ne les restituent pas forcément à l'entreprise. Et pour le moment, dans le dialogue social, n'a jamais été abordé ou rarement la question de que fait-on du temps gagné? Et on se rend compte que c'est aussi pour ça que l'IA générative a été assez appréciée, et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de Shadow AI, c'est parce qu'elle permet de gagner du temps dont on n'est pas comptable. À un moment, si on veut, en termes d'entreprise, mais aussi d'économie nationale, rester dans la course et rester productif, il va falloir effectivement qu'on apprenne à transformer au moins une partie de ce temps-là en création de valeur. Une partie peut tout à fait être liée à avoir de meilleures conditions de travail. Une partie peut être liée à développer les échanges au sein de l'entreprise parce qu'on voit que l'IA, c'est aussi une technologie qui isole beaucoup. Si vous passez 2-3 heures par jour à prompter des trucs, vous discutez avec personne pendant ce temps-là. Et on voit aussi que ça isole parce que ça va couper un peu les relations interservices. Si vous avez besoin de lancer une campagne de pub, bien entendu, vous allez voir le service communication. Mais si vous devez juste écrire un communiqué de presse, vous allez essayer d'utiliser ChatGPT. Le problème, c'est que, en fait, la compétence du service communication, c'est pas juste d'écrire le communiqué de presse, c'est de savoir que quand on parle à un journaliste ou à tel type de journaliste ou de tel sujet, il vaut mieux utiliser tel mot-clé, il vaut mieux parler de ça, de telle façon. Donc, en fait, quelque part, ça questionne vos projets. De même, pour un juriste, bricoler un peu un contrat à partir d'un modèle existant, c'est très facile à partir d'un LLM, mais en même temps, le service juridique, il ne va pas juste vous écrire un contrat. Souvent, il va dire, mais pourquoi tu veux faire ça comme ça? Mais pourquoi le client demande ça? Mais ça, c'est pas habituel, etc. Et peut-être, il va identifier des risques, il va lever des doutes, des pièges, etc. Et donc, en fait, tout ça, c'est des choses dont on va se couper. Et cette communication, qui est aussi une façon d'échanger du savoir ou de partager du savoir, elle risque de se trouver un peu amoindrie dans l'entreprise. Donc, quelque part, le gain de temps lié à l'IA générative, il pourrait permettre ça. Mais après, il va falloir aussi penser à la façon dont on augmente, on crée de la valeur, on va dire. Et là, c'est pas si facile que ça parce que la productivité, c'est aussi un peu un mirage au sens où il n'y a pas toujours un marché. Si je vous dis, oui, vous allez pouvoir produire 4 fois plus, mais est-ce que le marché est prêt à absorber 4 fois plus? C'est pas du tout sûr. Est-ce que vous pouvez avoir 4 fois plus de clients? C'est pas du tout sûr. Et donc, en fait, il va falloir penser peut-être à développer de nouveaux types de produits ou de services. Et c'est là qu'on en vient à une économie qui est plus AI native qu'une économie de la transformation. Et ça va demander effectivement d'accompagner les organisations, d'accompagner les collaborateurs. Ça va demander aussi de s'assurer qu'on garde bien la compétence métier. L'un des sujets sur lesquels on va travailler dans cette coalition des volontaires sur IA et travail, mais un sujet qu'on aborde déjà depuis plus de 2 ans au sein de notre fondation, c'est justement comment est-ce qu'on fait attention qu'il n'y ait pas une espèce de délestage cognitif qui fait que, notamment la jeune génération, s'appuie beaucoup sur le prompting parce que ça fait gagner du temps, est très doué pour prompter, donc très doué pour faire des choses qui ressemblent à ce qu'on ferait à la main, mais qui n'a pas forcément le même degré de finition, de profondeur. Et en fait, notamment pour un jeune collaborateur, c'est un peu comme un plongeur sous-marin, tant qu'il n'est pas allé assez profond, il ne sait pas commencer en dessous. Et donc, le danger, moi je l'ai déjà expérimenté, c'est d'avoir un collaborateur qui vous fournit un rapport extrêmement bien écrit, il n'y a pas une faute d'orthographe, tout est dans le sujet, rien n'est faux, il n'y a pas d'hallucination, etc. Mais ça ne va pas assez loin.
Et c'est très difficile de lui dire qu'est-ce que ça veut dire ça va pas assez loin pour quelqu'un qui n'est pas allé plus loin. Et ça, quand on en parle notamment dans le milieu universitaire, beaucoup de professeurs qui ont l'habilitation à diriger la recherche, donc qui encadrent des doctorants toute l'année, disent mais moi je suis capable à la lecture d'un paragraphe de thèse de savoir, même encore une fois s'il n'y a aucune faute, hein, mais si ça va assez loin pour que ce soit une thèse recevable ou si finalement ça remouline des trucs dits 10 000 fois et que ça n'a aucun intérêt. L'étudiant, lui, ne le voit pas forcément. Les deux vont utiliser le même type d'IA, mais ils ne vont pas l'utiliser pareil. Donc voilà, il va falloir apprendre à ceux qui débutent dans le métier à gagner en compétences métiers, à gagner en expérience, tout en valorisant leurs compétences techniques. Mais en fait, ça va être compétences techniques multipliées par compétences métiers et ne remplaçant pas. Et effectivement, ça va demander de beaucoup travailler en lien avec les équipes et ça va demander, moi je dirais, deux choses. D'un côté, d'avoir une gouvernance éthique et on a un peu parlé d'accompagnement. Je crois beaucoup en la nécessité d'accompagner les équipes pour leur faire comprendre ce qu'est un usage positif ou ce qu'est un usage dangereux. Et dangereux, ça ne veut pas juste dire de la perte de données, mais ça peut juste vouloir dire de l'érosion de la qualité. Je me souviens de la directrice marketing d'un groupe agroalimentaire qui me disait, je reçois des rapports de plus en plus nombreux, de plus en plus volumineux, de mieux en mieux écrits et de plus en plus creux. Il me dit, mais comment voulez-vous que je fasse et que je bâtisse une stratégie marketing à partir de ça? Donc peut-être que ça va aider aussi à revenir aux bases, et ça c'est important. Moi, j'aimerais apporter un regard, je pense, qui est complémentaire à celui d'Eric, assez orienté autour de ce que l'on voit, nous, en ce moment, auprès des dirigeants que nous accompagnons. Moi, ce que je constate, c'est que cette intelligence artificielle, elle bouge évidemment la manière dont on produit, mais elle met beaucoup sous tension la manière dont on décide. Et ça, c'est complexe, en fait. Un exemple. Quand vous avez des équipes qui, c'est ce que vous disiez Eric, hein, sont en capacité de produire en 1 heure des dossiers qui semblaient très complexes, qui prenaient parfois plusieurs semaines, ces dossiers, ils arrivent sur la table du dirigeant. Alors peut-être est-ce qu'ils sont creux parfois, peut-être est-ce qu'ils ne le sont pas, mais en tout cas, la validation des orientations qui sont proposées, elles continuent à prendre du temps. Autrement dit, on accélère beaucoup la production, mais pas forcément la prise de décision. Et je pense que c'est pas tant l'IA qui crée un goulot d'étranglement, pour reprendre votre question, finalement, elle le révèle. Les lenteurs, elles existaient déjà dans les organisations sur la prise de décision. Elles étaient un peu masqué par le temps qui était nécessaire pour produire les fonds de dossier. Et là, la production, elle s'accélère vraiment brusquement. Et donc, ce qui ralentit, ça devient vraiment visible. C'est la prise de décision. Je trouve que le retour d'expérience du Covid, il est intéressant en ce sens. Alors, l'analogie, elle est étrange, mais pendant le Covid, on a observé une productivité accrue parce que beaucoup de gens se sont beaucoup concentrés sur leur capacité de production. Et donc, il a fallu que les organisations se mettent en marche derrière pour prendre des décisions rapides. Et cette vélocité dans la prise de décision, elle n'a pas forcément été maintenue dans le temps. Et donc l'IA pousse finalement à aller en ce sens. Et l'IA agentique, évidemment, devient un élément qui va encore davantage accélérer cet état de fait. En synthèse, pour moi, l'IA, elle nous oblige à optimiser la prise de décision. Elle oblige le dirigeant à mettre en place un système efficace, agile, pour trouver les bonnes manières de prendre les décisions au sein des organisations avec des systèmes de délégation, des systèmes de management qui sont évolutifs et qui doivent demain être adaptés à cet état de fait. On a commencé à aborder le sujet, mais j'aimerais qu'on s'y attarde un tout petit peu. La question du management et de l'impact de l'utilisation de plus en plus massive des technologies d'IA générative et d'IA agentique dans les organisations et l'impact que ça a sur le management. Un scénario probable, et d'ailleurs c'est ce que vous disiez un petit peu en filigrane, c'est que le management ne va pas disparaître, mais on voit bien qu'il va être modifié, qu'il est en train de se recomposer un petit peu. Comment vous voyez, vous imaginez l'évolution des différentes strates managériales, si on descend du dirigeant, des dirigeants, peut-être les managers intermédiaires, les managers sur le terrain. Comment vous voyez l'évolution de ces différentes strates et particulièrement peut-être des middle managers où eux, pour le coup, ils font face quand même à une remise en question assez frontale en fait de leur rôle dans les organisations? Je dirais qu'on va se heurter un peu à une espèce de crise qui a déjà commencé, qui est une crise du management de proximité. Le manager de proximité, c'était celui qui à la fois vérifiait que tout se passait bien dans le service et que tout le monde faisait un peu son boulot, donc au départ quand même était là,
venait arriver à l'heure, etc., jusqu'au télétravail, où quelque part il a un peu perdu ses équipes de vue, qu'il appelait quand ils avaient besoin. C'était celui qui était gardien du savoir, on l'a dit souvent parce que c'était le plus expérimenté, et en fait devenait manager des gens, pas seulement parce qu'ils avaient une compétence de management ou que c'était des meneurs d'hommes ou de femmes, mais que c'était des gens qui étaient les plus experts dans leur domaine. Là maintenant, c'est un peu remis en cause par le fait que un certain nombre de jeunes vont aller chercher directement de l'information, voire de la compétence sur ChatGPT ou sur des systèmes d'IA. Et donc effectivement, s'il n'est plus le gardien du savoir, s'il n'est plus le gardien des bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il est ? Et je pense qu'effectivement, ça rejoint un peu cette question qu'on abordait de la question de la décision. Effectivement, il va être celui qui va aider à prendre des décisions au plus près du terrain, mais là aussi avec une forme de choc, parce que d'un côté, il va devoir faire passer les décisions de la direction à mesure qu'un certain nombre de métiers vont se trouver profondément transformés et vont peut-être être automatisés, en expliquant qu'il va falloir complètement réorganiser le service, que certains vont changer de service, qu'on va changer de façon de fonctionner. Et ça, on sait très bien que les gens sont quand même un peu averses au changement. On sait ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on gagne. Donc en fait, le danger, c'est qu'effectivement, il est à gérer la frustration, la grogne, la gêne, l'embarras local. Et ça, on va dire, les managers qui sont managers par passion du management, ils le géreront peut-être assez facilement. D'autres qui sont managers parce que ils sont l'aîné dans leur équipe, ils risquent de le vivre de façon un peu difficile. Et ça, ça va être une première difficulté. La seconde, c'est que Jean-Baptiste parlait tout à l'heure des systèmes de décision. Beaucoup d'entreprises, notamment des grandes entreprises, vont être tentées d'automatiser des décisions et de sortir un peu l'humain de la boucle quand l'impact financier n'est pas très important. Mais je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement attentif à ça. Pour une compagnie d'assurance, par exemple, un sinistre de moins de 10 000 euros, c'est rien. Mais pour un foyer, pour une famille, 10 000 euros, c'est peut-être énorme. Et donc, en fait, on se dit que si la décision a été prise par une machine, pareil pour accorder un crédit, oui, c'est bien de pouvoir faire ça sur une app et savoir en 2 minutes si on a accès à son crédit conso, etc. Enfin, acheter un appartement, c'est parfois le projet d'une vie pour une famille. Et donc, en fait, c'est tout ça qu'il faut quand même prendre en compte. Et là, on se trouve dans une situation où les managers sont face à une espèce de millefeuille de responsabilités, avec une partie de la responsabilité qui est la leur, une partie qui est celle de la hiérarchie au-dessus, une partie qui doit être déléguée localement aux collaborateurs, et puis une partie qui est la responsabilité de la machine. Mais ça veut dire quoi, la responsabilité de la machine ? La machine, par définition, elle n'est pas responsable, elle n'a pas de personnalité juridique, elle n'a pas de personnalité morale, et quelque part, est-ce que c'est celui qui a entraîné, celui qui a envoyé les jeux de données ? Est-ce que c'est celui qui a mis en œuvre ? Est-ce que c'est le cabinet de conseil qui a proposé la stratégie ? Qui est responsable de quoi ? Si on voit qu'on a une vraie faillite, je veux dire d'un plantage système, de quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est responsable de ça ? Et ça, c'est une vraie question, et on a vu que dans certains cas, on a voulu garder un peu artificiellement un humain dans la boucle. Je pense à deux exemples qui sortent un peu du monde de l'entreprise. On a travaillé, nous, pas mal sur la justice prédictive qui avait le vent en poupe il y a quelques années aux États-Unis, et notamment pour les juges d'application des peines ou tous ceux qui décidaient quels détenus pouvaient être libérés par anticipation, etc. Et pour essayer de calculer le taux de récidive. En fait, ils se sont dit, ils avaient calculé qu'un juge qui rendait ses sentences avant le déjeuner, souvent il avait faim, et en fait il était un peu plus dur que celui qui avait le ventre plein après le déjeuner. Il disait c'est pas juste, puis il y a des juges qui sont racistes, etc. Et donc ils ont dit l'IA elle va être neutre. En fait pas du tout, l'IA elle a repris tous les biais qui étaient dans les données, tous les biais qui étaient dans la jurisprudence, et elle n'a pas du tout été neutre. Et donc, en fait, ils se sont aperçus que ça posait problème. Alors, ils ont mis un humain dans la boucle. Ils ont dit, en fait, l'IA va proposer quelque chose et le juge va décider. Mais dans un pays où beaucoup de juges sont élus, quel juge va oser aller contre la décision de l'IA ? Si l'IA préconise de ne pas libérer et qu'ils disent moi je pense qu'il faut libérer la personne, et que la personne commet de nouveau une agression, c'est la fin de sa carrière. Donc ça, qui va oser aller contre ? Et donc je pense qu'il y a une vraie question, c'est un droit à l'opposition à l'IA et un droit à l'erreur. À un moment, l'humain a le droit de dire en mon âme et conscience, je pense qu'il ne faut pas faire ce que dit l'IA. Et ça, il faut que ce soit clairement défini dans les structures, sinon à un moment, l'humain va devenir une chambre d'enregistrement. Et le deuxième exemple que je prendrais qui va un peu dans ce sens-là, c'est celui de la défense. Pareil, lorsqu'on a des frappes, par exemple, avec même des morts derrière, en fait, on met un humain dans la boucle. Dans l'armée, dans certaines armées de certains pays, l'humain a 20 secondes pour décider si une frappe doit être réalisée ou pas. Mais 20 secondes pour décider s'il y aura des dommages collatéraux, 20 secondes si on va décider pour prendre une vie, en fait.
En fait, c'est extrêmement difficile. Si à un moment on s'aperçoit qu'il y a eu un massacre, qu'on a frappé une école, etc., que ça s'apparente à un crime de guerre, on va quand même pas juger en cour martiale quelqu'un qui a eu 20 secondes pour décider. Et même en son âme et conscience, est-ce que cette personne-là, elle va pas subir un stress post-traumatique, en plus, bien entendu, des victimes sur le terrain. Donc là, c'est des exemples très forts qui montrent, parce qu'il y a mort d'homme, la gravité des choses. Je pense qu'il faut se dire que toute proportion gardée, ces exemples-là, il faut aussi les transposer dans le monde de l'entreprise et il faut gérer la prise de décision et quelque part la façon dont on équipe et on accompagne les managers avec le même soin que si on était sur un champ de bataille. Je vais peut-être remettre les perspectives un peu moins sur des sujets, je dirais, aussi importants que la vie et la mort, puisque c'est ce qu'évoquait Eric à l'instant d'une certaine manière avec le sujet de la défense. Mais vous évoquez les différentes strates managériales, vous évoquez le middle management. Faut se dire que quand même, on est dans une période où les managers ont à accompagner tellement de transformations que ça en devient un petit peu pesant. Et on pourrait se dire, formidable, l'intelligence artificielle arrive comme un moyen de les accompagner, de les outiller. Mais vous l'avez dit, cela fait évoluer un petit peu leur rôle, leur légitimité, puisque la légitimité, elle reposait beaucoup sur l'expertise. Demain, on est face à des équipes qui parfois vont savoir davantage que le manager, qui seront plus au fait et plus agiles. Donc, ça questionne beaucoup. Et le middle management, finalement, comme son nom l'indique, il se retrouve un peu coincé entre des dirigeants dont, on l'a vu, l'activité de prise de hauteur va être extrêmement nécessaire et structurante. Le manager de proximité qui, lui, va avoir à accompagner cette transformation au plus près du terrain. Et le manager qui était au milieu, le middle management, lui, son rôle, c'était de faire passer l'information, de fluidifier la circulation de l'information. Or, dans un monde fuelé par l'IA, dans une organisation où l'IA permet une fluidité de circulation de l'information plus importante, évidemment, son rôle, il est questionné. Donc, il va falloir repenser ce rôle du middle management. Dans certains environnements que j'accompagne, on se pose la question de son maintien dans l'organisation en tant que telle. Est-ce que c'est encore utile ? Est-ce qu'il ne faut pas transformer ce rôle-là vers un rôle d'expert ou vers un rôle, en tout cas, nouveau ? Peut-être un rôle autour de 2 concepts qui, moi, me tiennent à cœur. Le premier, c'est celui du manager de transmission. C'est-à-dire, demain, un manager qui va plus simplement être dans la prise de décision, mais qui va être dans l'accompagnement des équipes sous un angle, un petit peu du coaching, du facilitateur, d'une nouvelle forme de leadership, en lien avec la culture et la mémoire de l'organisation qu'il représente. Ce sont un peu ces managers de transmission, les garants de cette mémoire, qui, à mon avis, cette mémoire, dans un monde où l'IA va tendance à homogénéiser un petit peu les choses et à rendre les entreprises moins différenciées les unes des autres, comme l'évoquait Eric tout à l'heure, avec certains documents qui sont produits et qui incarnent des choses qui sont assez middle, maintenant, voilà, ce manager de transmission, il peut avoir ce rôle-là. Et puis, ça peut aussi être un manager qui va être intégrateur de transformation, dont le job sera d'intégrer les transformations technologiques, la transformation des compétences, les transformations culturelles, les transformations organisationnelles, les transformations des modes du travail. Et donc, le rôle, il peut switcher ainsi pour le middle manager. Pour terminer cette question du management, et vous en avez parlé, Eric, tout à l'heure, sur qu'est-ce qu'on fait du temps. J'aimais bien ce que vous disiez sur DocTime, vous avez dit, je crois que c'est quelque chose comme ça, de comment justement demain, les managers, quel que soit leur rôle, la façon dont ils vont exercer leur rôle, parce que un de leur rôle, c'est de piloter le travail qui est réalisé dans l'organisation, sur quels indicateurs ils vont pouvoir se baser. Parce que si aujourd'hui, finalement, c'est peut-être pas le nombre de mails traités ou le nombre de notes produites, quels sont les je sais pas, c'est pas des KPI, mais les indicateurs qu'on peut inventer, qu'on peut mettre en place pour justement déjà comprendre et piloter le travail tel qu'il est en train de se réaliser et va être produit demain avec l'IA générative, l'IA agentique. Tu avais un exemple, Jean-Baptiste, sur le travail documentaire, donc curieux de vous entendre sur comment on peut mieux mesurer. Je pense que les nouveaux KPIs d'évaluation, les nouveaux critères d'évaluation des collaborateurs et des collaboratrices, ils sont quand même encore largement à inventer. Pour discuter avec beaucoup de DRH, je vois que, en fait, c'est parfois difficile de faire la différence, notamment parmi les jeunes collaborateurs, entre quelqu'un qui s'est vraiment immergé dans le métier, qui a bien compris comment ça allait fonctionner, et puis quelqu'un qui est juste bon en prompting.
et qui, quelque part, fait illusion, mais qui, comme il n'a pas compris les finesses du métier, à un moment, va se heurter à un plafond de verre. Et le danger, c'est d'abord l'évaluation, ça veut dire aussi des bonus, etc. Mais ça veut dire aussi des promotions. Et la vraie question que se posent beaucoup de DRH, c'est comment est-ce qu'on est sûr qu'on promeut les bons? Parce que les bons, au sens, ceux qui veulent vraiment s'investir en profondeur dans le métier, ceux qui ont compris et ceux qui ne vont pas taper sur ce plafond de verre. Parce que sinon, le danger, c'est qu'effectivement, à un moment, on est à une espèce d'affaissement du niveau de compétence de l'ensemble du groupe, tout simplement parce que les gens progresseront moins. Ils progresseront très vite au début et ensuite, eh ben, ils vont finir par plafonner. Donc ça, je pense que ces critères-là, ils sont à inventer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être liées au discernement. Et parmi les compétences du manager, je pense que ça va être, s'il y a quelque chose de l'ordre, peut-être pas de la compétence, c'est plutôt de la sagesse, justement. C'est celui qui a vu tellement de cas différents qu'il est capable de dire oui. Sur le papier, on devrait faire comme ça, mais en vrai, ça marche pas. Si on est un peu futé, on fonctionne plutôt comme ça, on est attentif à telle chose, etc. Et ça va aider notamment les jeunes collaborateurs ou ceux qui se saisissent des systèmes d'intelligence artificielle à faire la différence entre deux outputs qu'ils récupèrent quand ils ont prompté quelque chose. D'un côté, ils reçoivent un texte qui est de bonne qualité et de l'autre, quelque chose qui est une espèce de canadraille un peu creux. Et donc ça, je pense que cette aide au discernement et quelque part cette capacité à voir qu'on réussit à diffuser du discernement chez les collaborateurs, je pense que ça, c'est une métrique de progrès. Je pense qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de la culture de l'entreprise. Ça va être un élément important. Et puis de l'accompagnement personnel. Et je pense que les entreprises vont devoir, peut-être comme au temps de l'ère pré-industrielle où les compagnons faisaient leur tour de France et où, quelque part, tout était lié à sa capacité personnelle à pouvoir devenir maître orfèvre ou maître charpentier. En fait, ça va être de cultiver les compétences de chacun jusqu'à ce qu'il puisse prendre le poste suivant et pas sur des rails où on disait avant, on commençait au bas de l'échelle et puis il y avait une grille salariale et puis il y avait un parcours et globalement, si vous entriez dans une banque ou une compagnie d'assurance, vous entriez à tel endroit, vous saviez exactement à quel endroit vous alliez finir, sauf exception. Là, en fait, ça va être des parcours beaucoup plus des chemins de traverse et en fait, ça va être aider les collaborateurs à évoluer et peut-être que la métrique, ça va être de voir dans quelle mesure le collaborateur est réceptif et peut évoluer lui-même dans sa propre fonction ou en changeant de fonction. J'aime beaucoup l'idée que vous développez, Eric, autour du discernement. Je pense que ça fait partie des nouvelles compétences qui demain seront essentielles. Donc c'est vraiment en lien avec votre question initiale sur l'évaluation et d'une certaine manière l'exemple que vous preniez. Alors moi c'est un client que j'ai accompagné. C'était une équipe qui en fait était évaluée jusque-là sur un indicateur très simple, c'est-à-dire le nombre de documents ou de dossiers traités, analysés sur une journée donnée. Évidemment, cette activité elle a été impactée par l'IA, on devient davantage efficace et rapidement, les managers se sont aperçus que le système d'évaluation ou les métriques évoquées n'avaient plus de sens. Donc il a fallu déplacer la manière d'évaluer. Et ce qui est désormais valorisé dans cette organisation, c'est pas tant la quantité de documents lus ou traités que la pertinence des alertes remontées, la qualité du jugement, la capacité à détecter ce qu'on appelle des signaux faibles. Et finalement, à remettre un petit peu en question ce que recommande l'IA ou à attirer l'attention des managers sur des sujets que la techno n'a pas vus. Et je pense que cet exemple, il est assez parlant parce que on le voit dans beaucoup d'organisations. Et je pense que, pour reprendre vos propos, Eric, on passe d'une culture de la production à une forme de culture autour du discernement. C'est ça qu'on doit développer. Et ça change évidemment tout le système de management et tout le rôle du manager. C'est bien tout le rôle du manager qui est impacté. On parlait des évaluations, mais le feedback, les plans de développement, les référentiels de compétences, ça c'est quelque chose qui doit bien entendu évoluer. Je trouve qu'il y a une idée qui est aussi intéressante quand on regarde ce sujet, c'est ce qui était souvent considéré comme des soft skills, pour moi devient quasiment de l'ordre des hard skills. Devient de l'ordre des compétences stratégiques. L'esprit critique, la créativité, le jugement, la coopération, la capacité d'apprentissage, la capacité à faire monter en compétences. C'est plus simplement des jolis mots, en fait. Ça devient des compétences qui sont extrêmement stratégiques et ça déplace finalement le rôle du manager aussi et la manière dont on peut percevoir l'évaluation du manager, voire l'évaluation des collaborateurs. On est peut-être moins sur des hard skills liés
à l'expertise et au traitement des dossiers et au métier qu'à l'émergence de nouvelles compétences qu'il va falloir piloter sur le long terme. Et c'est tout l'objet d'ailleurs des organisations basées sur les compétences, avec un rôle pour le manager qui va consister à développer les collaborateurs, à créer des conditions pour faire de la mobilité interne sur la base des compétences qui sont nouvelles et que l'IA vient percuter. Donc là, je pense que le manager va avoir un rôle clé dans ce contexte-là. Tout à l'heure, Eric, vous disiez quelque chose, vous disiez on est dans une sorte d'entre-deux. Ces agents IA ne sont pas des nouveaux collaborateurs, mais ne sont pas non plus juste des outils. Si on se projette demain, et c'est le travail que vous faites notamment dans cette coalition sur l'IA agentique, potentiellement, on pourrait se dire qu'on aura on travaillera avec des agents IA qui seront des sortes de collaborateurs. Donc, on aura à la fois des humains et des agents IA. Tous les deux, au regard de ce qu'on a pu se dire et de l'expérience que vous avez, quels sont les conseils que vous pourriez donner à des dirigeants qui auraient envie de se préparer à ça, à rendre leur organisation plus robuste? Et j'avais juste envie de reprendre quelque chose que vous dites, Eric, et je crois que vous avez contribué à l'encyclique du pape Magnificat Humanitas. Vous invitez à résister à l'uniformisation technique et préserver la singularité de l'humain. Et donc, je rajouterai dans la question que je vous pose un peu longue, c'est comment à la fois les organisations et les salariés, les individus dans ces organisations peuvent cultiver cette singularité humaine. Effectivement, dans ce texte Magnificat Humanitas, le pape insiste sur le fait que ces technologies sont des technologies très uniformisantes. Et c'est vrai qu'on voit que on obtient des meilleurs résultats dans les langues les plus courantes, par exemple en anglais, que dans des langues très locales, que on a plus facilement des choses qui vont nous mener vers une culture qui est celle du pays d'entraînement, donc ça va être plutôt soit chinois, soit américain, etc. Et puis que quelque part, les réponses qu'on obtient de l'IA, notamment générative, sont souvent des réponses moyennes. Par définition, ça calcule, c'est des stats, donc que ça calcule la chose la plus probable. Et la difficulté, ça va être de réintroduire de la sérendipité, comme on dit en science, c'est-à-dire en fait du hasard, de la différence. Et je pense que c'est peut-être ça l'appel à sortir de la tour de Babel, c'est arrêter d'être des briques tous pareils, accepter, et le pape prend une autre image, il dit quand ils ont dû reconstruire Jérusalem, chacun est arrivé avec une pierre, aucune n'était taillée, elles n'avaient pas la même, et ça donnait une espèce de mur de pierre sèche comme on voit en Provence, où en fait les pierres sont pas du tout ajustées les unes par rapport aux autres. Il faut être créatif pour essayer de savoir comment chacun s'adapte à l'autre, tout en restant lui-même. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et effectivement, ce mur-là, les murs de pierre sèche de Provence, il y en a qui existent depuis des siècles, qui ne sont pas tombés. Donc c'est tout aussi solide. Donc on n'est pas obligé de débarber, de tailler, de cadrer les gens. Au contraire, moi je pense que c'est ça qu'il faut qu'on essaie de faire, c'est plutôt cultiver ce discernement dont parlait Jean-Baptiste, mais qui va aussi avec un discernement personnel, avec une capacité soi-même, je dirais, à faire du bon travail. Et ça, c'est un élément qui peut-être permet, notamment dans le dialogue social, de voir se rejoindre les collaborateurs et les dirigeants. C'est qu'en fait, quand on interroge les uns et les autres, la capacité à pouvoir faire du bon travail avec ces outils parce que ça fait gagner du temps, parce que ça permet de cruncher de la donnée, parce que ça améliore plein de choses, c'est quelque chose qui est important pour tout le monde. Et moi, j'aurais tendance à dire, à terme, si on doit essayer de développer une culture d'entreprise qui sera un peu hybride, et alors vous parliez d'avoir c'est pas vraiment des collaborateurs, mais des agents IA, imaginez ce que ce sera avec Physical AI, c'est-à-dire des robots dans les usines à qui on dira Bob le robot va me chercher tel carton, puis il ira chercher le carton. Donc effectivement, ça va devenir de plus en plus hybride. Je pense qu'il va falloir qu'on ait une organisation, ce qui est un peu un défi pour les grandes entreprises, de plus en plus agile, un peu ce qu'avait essayé de faire Toyota dans les années 80, où ils avaient essayé de rapprocher la décision du terrain. C'est-à-dire tout n'était pas pensé au niveau de l'usine, mais par petits groupes d'employés qui pouvaient s'organiser pour améliorer la qualité, etc. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse ça, quelque part presque une culture de l'intrapreneuriat à l'intérieur de l'entreprise, même si ça reste des projets d'entreprise. Oui, ces entreprises, elles vont être beaucoup plus fluides, elles vont être beaucoup plus mobiles, beaucoup plus agiles et peut-être beaucoup plus centrées sur l'humain. Et ça, c'est à la fois ce que je vois venir et c'est ce que j'appelle de mes voeux. C'est vrai que c'est un superbe concept qui est développé dans ce formidable texte que l'encyclique évoquait. Je pense que ça devient, cette singularité, un actif stratégique. C'est ce qui va
faire qu'une organisation va être plus performante qu'une autre en vérité. C'est ce qui va faire la différence. Et je ne reviendrai pas sur ce qui a été brillamment évoqué là, mais demain peut-être est-ce qu'il y aura deux types de patrimoine à gérer au sein des organisations, un patrimoine technologique, mais aussi et surtout un patrimoine culturel en vérité. Et c'est ce qui va différencier l'entreprise moyenne, comme cela a été dit tout à l'heure, des entreprises les plus innovantes. C'est celles qui capitaliseront sur leur mémoire et sur leur culture. Peut-être pour conclure sur les quelques recommandations qu'on pourrait fournir à des dirigeants, pour moi, la question essentielle, c'est pas tant, on l'a compris, la techno, que l'organisation que l'on veut construire pour tirer le plein potentiel de cette technologie, avec évidemment des limites qu'on a pu évoquer, notamment éthiques. La première priorité pour moi, c'est les managers. Développer les managers, investir dans leur développement autant qu'on investit dans les outils. Parce que les technologies, elles évoluent très vite, donc il faut construire des systèmes de management et des managers qui vont être outillés et armés pour mettre en place quelque chose qui soit le plus agile possible. Le deuxième point, c'est de créer une organisation qui soit la plus apprenante possible. Et là, je vais reprendre une idée que vous venez d'évoquer, Eric, et qui me semble essentielle. Un peu dans un principe de subsidiarité, finalement, avec l'exemple de Toyota, c'est que on a beaucoup travaillé dans le cadre des organisations hybrides, avec la mise en place du télétravail, à la mise en place de projets de service, de projets d'équipe. Finalement, qui mieux que le manager de proximité et ses équipes pour définir les modalités de travail les plus appropriées à leur métier, à leur réalité opérationnelle. Finalement, je pense qu'il faut recréer des projets de service, mais augmentés par l'IA. En intégrant l'IA comme un acteur, parfois même quasiment un collaborateur ou un équipier au sein de l'équipe. Et ça, c'est ce qui, à mon avis, est le plus pertinent pour développer le savoir-faire de l'équipe tout en tenant compte du potentiel de l'IA. Troisième priorité, c'est le capital humain et sa préservation, avec notamment cette logique d'écologie cognitive qu'on évoquait tout à l'heure, le fait de continuer à investir pour aider les muscles cérébraux à continuer à fonctionner. Et le dernier élément, pour moi, c'est la confiance. C'est qu'il faut tout mettre en œuvre pour créer un climat de confiance. C'est-à-dire que les organisations qui, pour moi, et je conclurai par là, qui avancent le mieux sont celles qui disposent de ce climat de confiance-là. Pas forcément des meilleurs outils, mais d'un climat de confiance où on peut expérimenter, où on peut apprendre, où on peut créer, et où on peut mettre en place les usages au niveau le plus fin de l'organisation, des usages qui vont en fait alimenter l'ensemble du fonctionnement de l'organisation par capillarité, avec, pourquoi pas, un nouveau rôle d'ailleurs pour le management intermédiaire. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a apporté des éléments de réflexion ou un regard différent sur le sujet. Vous pouvez partager l'épisode autour de vous. Vous pouvez aussi nous faire un retour pour nous dire ce que vous avez pensé du format, du contenu. À bientôt.